salaamaaleykum. aleykum salaam. lu la indi Sénégal. xeex bi ak bëgg xam peut-être dama sopp tamit tuuti. loo bëgg a xam. La curiosité de découvrir comment on vit en dehors de l'Europe. lu tax Sénégal. Sénégal ndax dama amoon ay xarit foofu su ma dëkkee Espagne amoon ay xarit sénégalais yi ak yeneen pays d'Afrique de l'Ouest et tamit xamoon naa depuis 2021 situation voilà benn situation particulière boo amoon fii voilà touché naa ma quand même lu bëri waa. particulière mooy lan ci olof. spécial. ba léegi yaa ngi normalul normalul ba léegi. Merci de suivre Sans Frontières TV et bienvenue dans ce numéro de Face à Fatou. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui Colline Faye, la jeune Française qui a été arrêtée au Sénégal en 2023, poursuivie pour des faits sur lesquels nous reviendrons au cours de cet entretien qui s'intéresse également à l'ouvrage Mandarga qu'elle vient juste de publié et que vous apercevez derrière moi. Bonjour Colline, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à Khalil. Alors, Colline, pourquoi avoir choisi d'écrire aujourd'hui? Était-ce un besoin personnel ou un acte politique? Je dirais que c'était un besoin collectif et un acte politique, oui, aussi, de revendication, bien sûr, de revendication de la mémoire et puis un encouragement à poursuivre les luttes qu'il y a à mener, mais peut-être un besoin collectif aussi de reconnaissance, de tout ce qu'on a traversé en tant que voilà, le peuple sénégalais et ceux qui étions présents ici, une reconnaissance de l'engagement, de l'effort, de la foi qu'on a mis dans cette lutte de 2023. C'est ce que j'ai vécu, donc c'est ce que je raconte dans Mandarga. Rien de personnel? Le moins possible. En fait, ce qui est personnel dans le livre, c'était plutôt par respect pour le lecteur que j'estime qu'il a le droit de savoir un minimum qui je suis, parce que c'est moi qui raconte l'histoire avec mes biais et j'essaye de déconstruire, d'avoir un regard critique peut-être sur la blanchitude et le fait de porter un discours qui est le plus anti-impérialiste possible, avec une sensibilité de panafricaniste et tout ça. C'est ça que j'ai essayé. Mandarga est le titre de cet ouvrage. Pourquoi un mot wolof? Voilà, par respect pour le Sénégal, je pense que le français doit avoir de moins en moins de place. Et nous, qui venons de l'extérieur, nous devons faire l'effort d'apprendre wolof. Voilà, Mandarga, c'était un mot qui était beau, qui m'a semblé très beau et qui a ses multiples sens qui m'intéressaient. Je trouve que chaque sens que porte ce mot avait sa place dans le récit pour en être le titre. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu dans Mandarga. Et pourquoi Mandarga? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Mandarga, qui veut dire cicatrice? Voilà, au début c'est comme ça qu'on me l'a présenté, comme cicatrice. Donc c'est le mot qui me semblait le plus important dans le récit, une fois que j'ai eu terminé d'écrire. Donc, mais aussi la marque. Si je devais mettre un sous-titre, aujourd'hui je sais que j'aurais mis une marque de dignité. Mandarga, une marque de dignité. Parce que ce que je veux raconter, c'est la dignité, le courage dont a fait preuve le peuple sénégalais dans cette année-là que j'étais ici, surtout pour rompre avec les clichés, les préjugés qu'on a depuis l'Europe. Souvent, quand on parle d'un pays africain, c'est souvent très paternaliste. Donc voilà, on va raconter la pauvreté, sans parler du courage, de ce courage que j'ai vu. Mandarga, voilà, il y a le fait que la cicatrice de Fala, qui a été un élément très important, féminin de cette lutte, de cet engagement. Et puis aussi, Mandarga, cicatrice, donc guérison dans le sens de nos peuples, je l'espère, dans le futur, une fois sortis et guéris totalement du processus colonial, avec cette hiérarchisation qui perdure encore aujourd'hui, si on arrive à sortir de ça, la cicatrice fera qu'on sera à nouveau des peuples frères, chacun apprend de l'autre dans un respect mutuel. Ça, c'est le souhait un peu, plus philosophique. Mais... Donc, dans Mandarga, il faut voir une cicatrice ou une marque physique, psychologique et en même temps politique. Oui, il y a un peu tout ça. Bien sûr, il y a eu des violences physiques. C'est pas moi, mais je le sais, on le sait tous. Voilà, il y a eu beaucoup de violences physiques. La violence, morale, émotionnelle, d'être emprisonné, c'est quelque chose qui est totalement contraire à l'humain.
Donc, c'est sûr. Et là, politiquement, oui, oui. Je pense que bon, tout est politique un peu. Donc, oui, oui, je fais attention à quel message je veux porter. Quel message je porte sur l'espace public en tant que Française blanche, voilà. Vous êtes arrivée au Sénégal le 15 novembre 2022. C'était quoi le but de ce voyage? Donc, j'avais fini mes études. Je venais de finir mes études dans la santé. Et voilà, je suis venue. Donc, il fallait que je cherche du travail pour rester. Et après, c'était voilà, découvrir comment on vit en dehors de l'Europe. Et avec ce processus politique que je savais déjà qu'il était en cours, parce que les images de 2021 m'avaient marqué. Et j'avais essayé de comprendre. J'avais lu l'article de Guy Marius Sagna un peu par hasard, voilà, qui expliquait les deux piliers de la France-Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, que si l'un des deux pays sortait du joug néocolonial, disons, voilà, on aurait une sortie vraiment de la France-Afrique, de cet impérialisme français, en fait, qui pèse un peu encore aujourd'hui. Donc, ça me parlait, bien sûr. Et voilà, là, il y avait l'envie d'être là. C'était très flou, mais il y avait l'envie d'être là au cas où on pourrait soutenir le mouvement, et très humblement, parce qu'on est un citoyen. Bon, on n'a aucun pouvoir, aucun, et à la fois, on a un devoir je pense qu'on a un devoir d'engagement, et nous, peut-être devoir de réparation aussi, oui. Alors, donc, c'est ce qui explique un peu ce voyage vers le Sénégal. Mais qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix même du Sénégal? Parce qu'il y a beaucoup de pays africains, peut-être que Colline aurait pu aussi visiter et essayer de découvrir. Pourquoi le Sénégal? Je percevais que c'était un peuple assez ouvert, accueillant, et peut-être le fait qu'il y ait une grande population musulmane. Moi, je venais d'entrer dans l'islam à ce moment-là. Et ça me parlait spirituellement aussi. Il y avait peut-être une recherche de ce côté-là, oui. C'était quoi le déclic? Le déclic 2021. Les vidéos de Badara Preira, c'est le photographe qui a fait la photo de couverture avec... en fait, il avait des photos des manifestations. Elles ont été affichées au musée des civilisations noires. Il y a eu une exposition. Et après, avec Fala, on est allé. Il nous a pris devant cette même photo qui est la sienne, en fait. Et émotionnellement, en tout cas, je pense que ça a beaucoup joué, parce que je m'en souviens vraiment, quoi. J'avais beaucoup vu voilà, il avait une vidéo en particulier qu'il avait filmée qui montrait une manifestation. On voyait le courage du peuple, vraiment, malgré la répression violente de l'État néocolonial. Rien à voir donc avec Ousmane Sonko, ce voyage? Non. Sonko, oui, on attendait son nom. Dès qu'on parlait de politique dans la diaspora, c'était son nom qui sortait. Et donc, bien sûr, une curiosité de ce personnage qui est capable d'incarner à un moment donné, voilà, les espoirs d'un peuple pour la souveraineté, pour le panafricanisme. Il était très fier vis-à-vis de la France. Ça aussi, ça nous plaisait à beaucoup de monde, même des autres pays africains. Les gens le connaissent et l'estiment pour ça, je pense. Oui, oui, bien sûr, il y a son goût. Vous étiez déjà sympathisante. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais je l'écoutais même quand je ne comprenais rien de Wolof. J'écoutais quand même Ousmane. Mais ces discours en français vous ont convaincu? Oui, bien sûr, j'essayais de comprendre ce qu'il disait, clairement, oui, oui. Alors, Colline, après quelques mois de séjour au Sénégal, vous êtes arrêtée devant la Cour suprême, exactement le 17 novembre 2023, lors d'un rassemblement en soutien à Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Il y avait un appel sur les réseaux sociaux, c'était Wadjal le 17. C'était un peu la dernière opportunité pour que Sonko soit candidat. Donc vraiment, c'était un jour, pour moi, c'était important d'être là, de soutenir les mouvements qui seraient présents. Et après, on était peu parce que les policiers n'acceptaient pas qu'on soit devant la Cour suprême. Eux, ils voulaient montrer sûrement que le peuple avait abandonné Ousmane Sonko. Donc voilà, la meilleure façon de le faire, c'était d'évacuer les sympathisants qui venaient simplement soutenir pendant qu'il y avait l'audience. Et le plus agité des manifestants ce jour-là, c'était un policier en civil. Je me suis rendu compte après, donc vraiment on était... Infiltrés. Exactement. Nous, on était calmes, on attendait surtout le verdict, en fait. Et ça s'est agité à un moment donné, et très rapidement, la ramasse a commencé. Mais il y avait des pick-up déjà. Et là, à cette époque-là, voilà, c'était les nervis. Quand il y avait des pick-up sans plaque, tout le monde pensait aux nervis. Donc la tension monte d'un coup, et puis je me dis non, je ne peux pas rentrer chez moi. Moi, ils ne m'ont pas arrêté à la première vague, mais je me suis dit, je ne peux pas rentrer chez moi sans même au moins essayer de prouver là, ce que j'ai vu. Voilà.
Donc, récupérer une preuve, c'était ça. Donc, au moins filmer. Il y a eu d'autres arrestations devant la Cour suprême. Oui, il y en a eu 30. Vous avez été épargnés. Il y a eu une première vague. À la fin, ouais, c'est dur à estimer, mais à la fin, je pense qu'on était 30 au commissariat central. Et finalement, on a été 7 à aller en prison. C'était tout ce qu'avait un nom de famille Diola et moi. Particulièrement des Diola. Oui, oui. Et ça, vous l'avez mentionné. C'était le seul point commun. Oui, parce que c'était choquant. Et c'est un outil de l'impérialisme qui divise. Et le colonialisme a tout le temps fait ça aussi. Historiquement, c'était toujours les divisions internes dans les peuples pour éviter une résistance unie. Mais c'est ce que le peuple a su faire. Le peuple sénégalais a su s'unir malgré toutes ces tensions qu'ils auraient pu accepter. Non, ils ont refusé. Ils se sont unis pour un but qui leur a semblé supérieur à ce moment-là. C'est quelque chose de très noble. Alors vous avez été arrêté surtout pour avoir filmé les scènes. Pourquoi avoir tenté de prendre des vidéos? Oui, qu'est-ce que vous cherchez à prouver, à exactement démontrer? Une preuve, parce qu'à l'époque, il y avait aussi on parlait de disparition. Parfois, les manifestants qui étaient arrêtés ou les personnes qui étaient arrêtées, on ne les revoyait pas. Bon, ça me semblait trop grave pour... je ne pouvais pas rentrer chez moi comme si de rien n'était. Avant cette manifestation, ce rassemblement devant la Cour suprême, avez-vous assisté à d'autres manifestations? Oui, surtout à l'époque où elles étaient autorisées. Après, c'était plus difficile. Mais au début, elles n'étaient pas systématiquement interdites. Ça, c'est venu après, surtout autour de juin. Là, c'était constamment les interdictions. Mais avant, dès les 3... Je pense... À la 3e semaine d'être ici au Sénégal, il y avait une manifestation, c'était à côté de chez moi. Parce que la place de la Nation n'est pas loin de chez moi, de Fass, meilleur quartier de Dakar. Donc là-bas, j'étais allée parce que c'était pour les prisonniers politiques. C'est une lutte qui me semblait noble. Donc je suis rapidement, juste, voilà, de façon minime, mais j'ai essayé de participer. Alors, juste après votre arrestation, avez-vous compris la gravité de la situation? Non. Comme pour nous, on n'a rien fait. On sait qu'on n'a rien fait. On s'est dit qu'on va sortir dans l'heure suivante ou le lendemain. C'était le week-end, le vendredi, voilà. Normalement, on sait que bon, ils aiment bien te faire passer tout le week-end en garde à vue pour te fatiguer un peu. Bon, le lundi, sûrement, tu rentres. Je pensais même aller travailler. Je pensais déjà vraiment à la suite, quoi. Je n'ai pas imaginé que ça prendrait cette ampleur. Quand est-ce que vous avez compris que c'était vraiment grave? Là, c'est quand on va chez Mamadou Seck. Après une semaine de garde à vue, les retours de parquet et tout. Là, quand on arrive au juge du 2e cabinet, on sait que c'est foutu. Puis un peu d'intuition, là, je dis non. Là, vraiment, je pense que... Voilà, mais après, bon, on l'accepte. Hein. Je crois que j'ai été assez calme à ce moment-là. Une semaine de garde à vue, de retour de parquet. Comment avez-vous vécu cette période? Ça, c'est assez épuisant parce que les conditions, je pense, minimales ne sont pas réunies. Le sommeil, c'est très limité. L'hygiène, c'est compliqué. Avoir de la nourriture, c'est aléatoire. Aucune pause pour aller à l'extérieur. Il n'y avait pas de visite aussi? Non. Les visites au tribunal, à la cave, on ne peut pas. Dans les commissariats... Oui. Oui, mais la journée, on est à la cave. Après, c'est le soir qu'on va dormir au commissariat. Et là-bas, s'il y a quelqu'un qui passe, parfois, il te laisse te voir. Ça dépend un peu du policier. Un peu à la tête du client. Alors, dans Mandarga, vous racontez beaucoup d'anecdotes concernant cette garde à vue et les retours de parquet. Pouvez-vous revenir sur quelques-unes? Le fait que tous les Diola soient... En fait, que c'était le seul point qui nous réunissait, ça m'a frappé. Parce que comment ils passent de 30 personnes à 7 et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'était la seule chose qui nous... C'était vraiment la seule chose qui était en commun entre ces garçons. C'était le nom de famille. Donc, voilà l'origine. Mais l'histoire de la boîte à musique, par exemple? La boîte à musique. Comment elle s'est terminée? Non, en fait, c'était l'interrogatoire. Mais en plus, c'était tard la nuit. Je ne sais pas si on s'imagine. Voilà, on est fatigué. Il y a un peu de stress, de la tension, quoi. On se sent tout le temps observé. Voilà. Après, l'interrogatoire, j'en ai eu 2 qui étaient très tard le soir. Je sais pas, 20h, 21h. Et le policier, donc du coup, après, je l'appelais adjudant boîte à musique parce que
Il m'a fouillé, ils ont beaucoup de fois fouillé le sac, donc ils sortent toutes les affaires. Et il y avait une petite boîte à musique qui était un cadeau d'une amie espagnole, un objet sans importance, tellement innocent. Et il l'a vu, il a commencé à jouer de la musique, donc ça a contrasté avec son visage dur et avec la situation un peu dramatique. Il m'a dit, je peux l'amener à mes enfants. Alors, j'ai halluciné, alors, ça m'a surpris vraiment. Mais quelle avait été votre réponse? Non. Oui, j'ai dit, prenez-la. Nous, dans ces moments-là, on ne fait pas de complications sur le matériel. Ouais, ça perd un peu de valeur. Il l'a finalement pris? Oui, il l'a gardé, je ne l'ai pas revu. Mais j'en ai une autre aujourd'hui. Mon ami m'en a offert une autre, la même. Oui. Dans Mandarga aussi, vous révélez que c'est le bracelet de Pastef qui vous a porté préjudice. Oui, parce que c'est à ce moment-là, voilà, j'avais essayé de filmer. Juste après l'arrestation, ils ont fouillé, ils ont trouvé... Non, même sans fouiller, en fait, le plus discrètement possible, j'avais essayé de filmer. Après, quand ils me voient, ils hésitent, ils ne comprennent pas qui je suis. Mais quand ils voient le bracelet, c'est là qu'ils disent qu'ils sont collés. C'est ce qu'ils ont dit exactement. Oui, et là, c'est là je vois que ça se suit. C'est là où ils m'emmènent dans la fourgonnette blanche, là où après on fait les tours. Alors, une fois devant le juge, de lourdes charges vous ont été notifiées. Vous vous en souvenez toujours? Oui, c'était aberrant, mais à l'époque, on avait l'habitude. C'était assez commun, voilà, atteinte à la sûreté de l'État ou des choses qui sont un peu disproportionnées, très disproportionnées. On avait l'habitude. Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, typique complot contre l'autorité de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité de l'État et surtout pour vous, Colline, séjour irrégulier en plus. Oui, effectivement, j'avais pas de contrat de travail à l'époque. Heureusement, ça s'est résolu maintenant. Et donc, ça m'empêchait d'avoir les papiers en règle, la carte d'identité d'étranger, ça m'empêchait. Mais je sais que c'était pas la raison ni de l'emprisonnement ni de l'expulsion. Parce que quand j'ai été après à l'aéroport, on m'a fait bien comprendre que ça n'arrivait pas, en fait, qu'on arrive à cet extrême-là d'expulsion normalement. Donc, c'était la question politique, en fait, qui dérangeait. Et comment aviez-vous réagi face à de telles accusations? Vraiment, à partir de ce moment-là, mon esprit était sur les garçons. J'ai essayé de réfléchir comment faire pour qu'eux, ils ne soient pas envoyés à Arbus parce que vraiment... Vous étiez inquiète pour eux? Donc, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'on ne se connaissait pas ni les uns ni les autres. Mais à ce moment-là, l'interrogatoire est non contradictoire. Donc, en fait, ils ne t'écoutent même pas. Tu es là, devant ton sort, tu n'as plus de pouvoir déjà. Bon, on ne perd jamais tous ses pouvoirs, mais tu n'as pas le pouvoir de dire ta vérité, non, pas à ce moment-là. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait face au redoutable juge d'instruction, c'était le deuxième cabinet, Mamadou Seck. Comment s'est passée cette audience avec Mamadou Seck? Il avait des humeurs très changeantes, c'était souvent l'ironie quand même. Pour lui, un peu de nonchalance, quoi. Bon, il envoyait les gens en prison avec toutes les conséquences que cela comporte, mais d'une manière très nonchalante, comme s'il vendait des beignets ou je sais pas. Après, oui, c'était peut-être une façon d'essayer de nous déstabiliser, voilà, en passant par l'ironie, la nonchalance, mais... Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Bon, on s'est vu plusieurs fois, la première fois... Comment ça s'était passé? Je pense qu'il y a eu la typique question de pourquoi t'engager alors que c'est pas ton pays, mais pour discuter après ça rapidement, ça a été évacué et la condamnation est tombée. Oui. Alors, comment Colline a réagi après le mandat de dépôt, quand il a décidé de vous envoyer en prison? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, là, c'est foutu, quoi. Là, bon, le stress redescend un peu parce que... Ce qui a battu? Non. Mais il y a un certain calme parce que le stress de... Est-ce que j'ai réussi? Exactement. La fin du suspense. J'ai croisé des garçons malins. Je sais pas s'il va bien aujourd'hui, j'espère qu'il va bien. Et je lui ai dit on s'est dit que le premier qui sortait de prison, après, il irait voir l'autre. Mais bon, la vie a décidé autrement. Mais vous ne vous attendiez pas à cette sentence, non? Le mandat de dépôt. À ce moment-là de l'histoire, quand même, ça devenait très probable. Après la semaine Au début, l'avocat me rassurait beaucoup, mais au bout d'une semaine, c'est très probable qu'on ne soit pas relâché. On le savait un peu, oui.
Mais après, les autres femmes, par exemple, il y avait des autres détenues aussi ce jour-là, et c'est elle qui était triste. Donc en fait, ce qui était intuitif, c'était la consoler. Et du coup, je ne me suis pas préoccupée de si j'étais triste ou pas, parce qu'il y avait quelqu'un de triste à côté. Donc bon, on relativise. Et après, voilà, tu es embarqué, tu arrives en prison, là, c'était la nuit totale, je me souviens Et vous toujours. étiez aussi averti par rapport à Mamadou Seck. Dès que vous franchissez le bureau, c'était 99% de chances la d'être réputation, envoyé en prison. C'est ça, exactement. La réputation avait transcendé les murs du palais de justice. Tout le monde savait à quoi s'attendre avec lui. Ouais. C'est le rôle qu'on lui avait donné aussi, peut-être. Que retenez-vous de particulier de cette audience avec le juge Mamadou Seck? C'est plutôt les fois suivantes où c'était vraiment l'ironie totale. Il entrait dans le bureau, il disait Sonko day bok, comme ça, comme s'il était lui-même un militant. Il jouait, quoi. Bon, c'était étrange vu la tension de ces endroits. Quand on retourne après au tribunal, c'est le moment où le destin se joue un peu. Et lui, bon, égal à lui-même, je ne sais pas. Un jour, il m'a offert un café, mais à part ça... Et vous n'avez jamais flanché devant lui? Non. Flancher devant lui, non. Non, parce que... Non, il y a la colère quand même qui est là. C'est le sentiment le plus présent avec lui, la colère. Il a tout ce pouvoir et il l'utilise de cette façon-là. Vous l'avez extériorisé ou vous avez pu garder quand même votre calme malgré... Oui, on ne se permet pas dans ces espaces-là de l'exprimer. Ça a été peut-être par une phrase lorsqu'il me dit... Il me dit, vous défendez Sonko ou la liberté? Et au début, on ne répond pas parce qu'on voit bien que c'est une provocation. Mais à la fin, on dit, c'est la même chose. Là, en fait, la fierté, quand même, ne quitte pas. Quand on croit en la cause qu'on défend, en toute situation, il y a cette fierté-là qui est là, qui domine un peu le reste. Et la colère est là, mais non, on montre de la fierté, mais pas de la colère envers lui, je pense. Quelle a été sa réaction à cette réponse? Vous défendez Sonko ou la liberté? Il avait son petit rire narquois, je ne sais pas comment on dit. Mais lui, je ne sais pas trop l'empathie. Pourquoi il n'avait pas plus d'empathie avec nous, je ne sais pas. Il était stoïque? Non, un peu méprisant plutôt quand même. Colline, nous sommes le 23 novembre 2023, 6 jours après votre arrestation. Qu'avez-vous ressenti en franchissant le portail de la MAF, la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6? Bon, c'est étrange vraiment d'arriver là-bas dans ces conditions. Mais il y avait le soulagement et je pense qu'il y avait la lune ce soir-là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. L'air. En tout cas, l'air de la nuit, là, je m'en rappelle encore. Quand on traverse la cour, on dit, oula, ça a l'air d'être moins pire que le cachot, que la garde à vue. Ouais. Il y a eu toutes les visites de routine là où j'étais déjà avec la grève de la faim, donc j'étais déjà un peu faible, mais j'ai essayé de le cacher un peu à la visite médicale. Et après, j'ai retrouvé Mathie dans la chambre 2, là où j'étais avec les autres. Mathie Sarnian, ouais, une grande sœur. Pourquoi vous aviez décidé d'observer une grève de la faim? Je pensais que ça a été le cas, ça a augmenté un peu la tension. C'est la seule arme qu'il nous reste, un peu quand on est et les prisonniers politiques le font très souvent. C'est très souvent une arme de revendication. Exactement, oui. Ça augmente un peu la tension. Je pense que ça peut faire... ça aurait pu faire qu'il m'aurait relâché plus tôt que prévu. Donc c'était une sorte de pression. Oui. C'est vraiment la seule arme qui reste. Vous avez tenté d'exercer sur la police. Oui, c'est dans le jeu, je pense. Nous, on n'a plus rien. On n'est plus maître de notre destin. Tout est entre leurs mains. Donc le geste et aussi le courage de dire non, nous on est là et on continue. On veut continuer le combat, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on va continuer. Et ils vous ont quand même proposé à manger. Hein, oui, tout le temps. Ils étaient inquiets. Mais ça, moi, ça m'a arrangé. Je n'avais pas à être là. Donc s'ils n'étaient pas contents de me voir comme ça, il fallait me laisser sortir. C'est ce que je leur disais tout le temps. Et ils répondaient quoi? Non, soit ils rigolaient, soit ils me demandaient pourquoi je comprends Wolof, ou des choses. Alors, racontez-nous, Colline, votre première nuit en prison. Comment ça s'est passé? Ce qui me sauve un peu de la tristesse, je pense, de l'arrivante, comme on me dit, c'est le gamin, c'est le petit de 2 ans qui était là. Dans votre chambre? Oui.
et il a couru vers moi. Bon, pour lui, c'était un nouvel ami, quoi. Donc, bon, il ne se posait pas trop de questions, peut-être. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, Emma, notre chef de chambre, était vraiment une belle personne. Elle m'a dit qu'elle avait rêvé qu'il y a un blanc qui est arrivé en prison. Donc, ça aussi, ça m'a calmée. Et après, Mathie était aux petits soins avec moi. Elle m'a expliqué, elle m'a rassurée. Elle a fait du lendemain un jour désirable. Et ça, c'était pas facile en étant en prison. Donc, je suis reconnaissante. Alhamdoulilah. Vous avez pu dormir cette nuit-là? Oui, j'étais épuisée. La garde à vue, c'est épuisant. Là-bas, j'ai dormi. Les jambes, pas... Voilà, dans le paquetage qu'on connaît à la MAF, mais on a dormi. Et vous étiez toujours aussi en grève de la faim? Oui, je l'ai poursuivi après encore. En tout, ça faisait 9 jours. 9 jours, j'étais un peu affaiblie, ouais. Je ne dormais même plus bien, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce séjour carcéral? La solidarité que les prisonniers politiques on avait entre nous, de faire attention le moral des unes des autres, et être à l'affût des moindres nouvelles de l'extérieur, organiser les communications aussi avec l'extérieur. Bon, elles étaient beaucoup plus douées que moi, hein. C'est presque comme moi qui ne... elles ont vu, quoi, les gardes ont vu quand on a voulu sortir des informations sur... Ouais, des petits ça mots a à valu mon d'autres petit frère. poursuites? Ouais, finalement, je pense que ça a accéléré les choses et ça a aussi participé à que je sorte plus vite. Oui. Mais pour nous, à ce moment-là, on ne calcule pas tellement ça. Vraiment, on sait que notre posture en tant que prisonnier politique, si on montre qu'on n'est pas du tout abattu, qu'on est encore en train de souhaiter le meilleur pour la lutte et de participer comme on peut, même si c'est moindre, si c'est infime, on sait que ça peut avoir un peu de répercussions à l'extérieur. Et donc, on le fait, en fait. On ne calcule pas tellement là. On est déjà en prison. Bon. Alors, quelle information avez-vous tenté de faire sortir? D'être poursuivi de tentative? Oui. Communication irrégulière et tout ça. Ouais, c'était surtout sortie régulière de... Oui, c'est ça. Correspondance. C'était surtout informer des choses qui m'indignaient. La question des diolas, alerter que c'était clairement un mécanisme de division, de tenter de semer le désordre de la part des autorités à ce moment-là. La vérité sur mon arrestation, parce que je ne pouvais pas le faire par téléphone. Et les conditions de détention aussi? Vous en parliez? Surtout, non. Moi, mon combat, mais les filles l'ont beaucoup fait. Mais moi, c'était plutôt raconter pourquoi j'avais été arrêtée, parce que je n'avais pas pu le faire par téléphone. Comme à chaque fois qu'on ouvrait... Si on disait un mot qui était politique, soit elle nous enlevait le téléphone, soit elle nous menaçait. Donc, on ne pouvait pas du tout expliquer ça. Donc voilà, expliquer que mon arrestation, c'était bien à cause de Pastef, qu'il n'y avait rien de bizarre. Et puis le fait de l'agent de la DGSE française qui avait proclamé que oui, ce serait de toute façon le descendant de Macky Sall qui gagnerait les élections. Publiquement, comment une personne des services secrets français peut s'exprimer de la sorte des mois avant un scrutin étranger, en l'occurrence du Sénégal? Ça me semblait très très choquant. Je voyais là qu'il y aurait peut-être de l'ingérence. Voilà, je voulais au moins alerter sur ça. C'était infime, mais c'est ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Voilà, c'était mieux que rien. On imagine que c'était pas facile. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Parce que dans Mandarga, quand même, en aucun moment vous nous parlez de problème. On n'a pas, en tout cas, perçu une sorte de problème à votre niveau. Comment avez-vous fait pour tenir? Non, en fait, vous n'avez jamais été abattu? Par rapport oui, dépassé par la situation? Si, à des moments, il y a les hauts et les bas, mais voilà, les unes les autres, on faisait attention à ne pas tomber dans ça. Et on avait un peu aussi... on essayait d'être un peu exemplaire parce qu'on savait qu'on représentait un peu quelque chose dans la prison même. Donc, on n'avait pas trop de problèmes avec les autres. Peut-être on gardait nos distances avec certaines, avec d'autres on s'entendait bien. Mais on était assez... Voilà, la discipline, c'était quelque chose qu'on veillait à avoir un peu entre nous. Et moralement, voilà, être là les unes pour les autres. Et en fait, le fait de savoir que c'est pour une cause qui est plus grande que nos petites personnes, ça aussi, ça a aidé. Et à ce moment-là, voilà, le fait que Sonko ne puisse pas être candidat, mais qu'il désigne quelqu'un pour porter le projet, ça nous semblait quelque chose de très positif. Ça vous avait soulagé? Oui. On s'était dit, voilà, il a l'humilité de faire ce pas de côté, vraiment pour le projet, pour son peuple. Là, ça nous rassurait, ouais.
Qu'est-ce que la nouvelle de son élimination vous a fait quand il a été déclaré, sa candidature a été déclarée irrecevable? Ouf. La déception, mais après, très vite, il y a eu l'annonce du plan B. Ça s'est un peu enchaîné, en fait, une information et l'autre. Nous, en prison, c'est difficile d'avoir les infos. On ne peut pas demander aux policiers parce qu'ils peuvent très bien te mentir. Oui. Voilà, on n'a plus les téléphones à ce moment-là, voilà. Donc, c'était les journaux. En garde à vue, moi, je demandais le journal. Donc, c'est là-bas que j'ai les infos. Et du coup, c'était le lundi. Le week-end, il n'y avait pas trop eu, mais le lundi, on avait eu un peu les informations arrivent au compte-gouttes. Voilà, et un tout petit peu en retard. Du coup, on avait su pour le plan B le lundi. Ça vous avait rassuré? Oui, à ce moment-là, oui, vraiment. Oui, oui. Alors, y a-t-il des rencontres en prison qui vous ont vraiment transformé? Oui, en fait, depuis le début, même en garde à vue, du coup, je me suis rappelée Oumi, mais c'est une personne magnifique. En fait, la résilience qu'elle avait, alors que, voilà, elle a l'air d'une petite femme tranquille, mais en fait, elle avait un courage, mais incroyable. Du coup, malgré la gravité de la situation. Voilà, l'incertitude, tout. Elle a été vraiment stoïque, je trouve, et donc, ça m'a aidée aussi pour la garde à vue qu'elle soit là. Dès que je suis arrivée en prison, elle n'a pas été envoyée en prison, mais elle m'avait amené des habits, enfin, vraiment, je sais pas, cette fraternité entre sœurs, là, qui m'a touchée. Et après, en prison, bah, les enfants, on ne peut pas l'oublier. La chef de chambre et moi, ça a été quelqu'un aussi de très important pour moi. Et puis, les autres prisonniers politiques, Yacine, Nafi, il y a eu Seigne Salio. Mati Sanyang, Yacine Diagne, voilà, vraiment, Tata Anta, tout le monde, je salue tout le monde, toutes celles-là, on s'est serré les coudes et on a tenu bon. Alors, est-ce que malgré tout ça, il y a eu un moment où Colline a vraiment douté ou peut-être regretté son engagement? Non. Non. Il y a les moments difficiles en prison quand même. À quoi pensez-vous quand vous dites moments difficiles? Non, globalement, franchement, on tient. Parce que, en fait, c'est plus grand que nous. Oui, mais il y a eu quand même des moments particulièrement durs. Ouais, c'est normal, je pense. Parlez-nous-en un peu. Non. Non, c'est l'humain, je pense, qui fait ça. Et il y a des moments où, voilà, la forteresse tombe. Genre, on redevient juste humain et on n'a juste pas envie d'être là. Vous avez de pleurer une fois? Je vais raconter ça, je pense pas, je sais pas. Vous n'avez jamais pleuré? Mais je sais pas si je devrais le raconter. Vous ne voulez pas en parler? Oui, si je peux en parler. Bah, en fait, qu'est-ce qui vous a fait pleurer? Ouais, le moment où les filles ont douté de si j'étais une infiltrée ou pas. Parce que là, genre... Ah, on a douté de vous? Oui. Mais c'est normal, en fait. Parce que, en fait, effectivement... Quelles filles? Les militantes de mes grandes sœurs, oui. Mais ça a été infime, ça a été un jour. Et après, on a parlé... Bon, elles ont fait le choix, je pense, d'avoir confiance en moi. Et en fait, c'est très beau aussi. Ça me touche. Mais en fait, ils n'ont pas de limite. Qu'est-ce qui s'était passé? On vous a posé des questions? Elles ont eu un comportement... Oui, bah, une moindre action amène un doute et le doute prend sa place. Et c'était clairement possible. Et ils font ça, en fait. Les pouvoirs en place. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui avait peut-être installé ce doute-là chez vos consoeurs, comme vous les appelez? Oui, ça c'était il y a longtemps. Je ne pense pas que je peux refaire le scénario complet de ce qui s'est passé. Vous avez quand même des souvenirs de ce qui s'était passé. C'était quoi? Bon, en tout cas, vraiment, on a tenu quoi, alhamdoulilah. Ça vous avait fait mal? Bah, parce que c'est la seule chose qui te tient, c'était elle. Donc, si à un moment, elle n'était plus là, c'était très difficile. Seule. Mais non, mais puis tout ça est pour rien. L'engagement est pour rien. Si l'engagement n'est pas reconnu comme un plus, alors c'est un moins. Et donc ça n'avait pas de sens. S'il n'était pas reconnu et compris, il n'aurait pas de sens. Oui. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi une Française s'engage dans un tel bien combat. Sûr, elles ont compris, on en a parlé. Après explication. Non, même, en fait, dès le début. En fait, moi, je me suis dit, bon, comme elles vont
Le doute est possible, donc je m'ouvre parce que j'ai rien à cacher. Donc plus je suis sincère et ouverte, plus les gens, pas les gens, mais plus ceux que je considère être mes camarades auront confiance en moi. Vos camarades de combat. Mhm. Oui. Oui. Et après, tout s'est bien passé. Oui, tout le temps, tout s'est bien passé. C'est la seule fois où vous avez pleuré? Bah, que je me souvienne, oui. Les conditions de détention ne vous posaient pas de problème ou vous étiez Non, privilégié pas se entre plaindre de guillemets? ça. Privilégié, non, on était par terre avec les Au autres, même mais pied. tant qu'on est vivant, bah ça va. Voilà, pourvu qu'on sorte, ça va. Mais il vous arrivait d'avoir des audiences avec la directrice de la prison. Oui, alors elle venait surtout quand il y avait les dames du consulat français qui venaient, mais au lieu de me prendre en aparté, les dames du consulat et moi, ce qui est la seule chose autorisée, on était devant la directrice. Donc imaginez-vous bien comment on va faire, nous, toutes les critiques qu'on a à faire de la prison, dont des violences faites par des gardes, devant la directrice, alors qu'on est encore enfermé et que c'est elle qui décide de notre sort. Bon, est-ce que c'était pertinent? Je ne sais pas. On a essayé de dénoncer par d'autres moyens les abus. Voilà. Mais effectivement, oui, on avait des conversations avec la directrice. On essayait de faire passer aussi nos revendications. J'en profitais pour demander aux autres filles si elles avaient des revendications à faire passer. Vous étiez même leur mandataire, hein? Oui. Je pense que c'était mon rôle. Voilà, il faut penser à un esprit de groupe. Et du coup, c'était si ça pouvait être utile pour elle aussi, bien sûr, j'ai accepté ce rôle avec plaisir. Mais ça n'a apporté aucun fruit. La directrice avait sa posture, elle n'avait aucun souci particulier de notre bien-être quand même. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Vous avez été violentée en prison? La violence, de voir la violence, pour moi, c'est déjà violent. Oui. Alhamdulillah, non. Moi, mais vous je pense qu'il y a le complexe. Victime, oui, non. Concrètement. Je pense que c'est par complexe, c'est difficile. C'est l'injustice de ce monde. Même les morts en Méditerranée, s'ils n'étaient pas noirs, je ne sais pas si on en serait à ça. À Gaza, si c'était des blancs, je ne suis pas sûre non plus qu'on autoriserait un génocide. C'est grave, c'est tellement grave. Mais c'est ça, donc nous, avec ce privilège, si on en prend conscience, on prend conscience aussi de notre responsabilité. Voilà, donc c'est être là, dénoncer, prendre les risques avec les autres. Voilà. C'est le minimum en fait, ça devient le minimum. Mais les violences, il y en a eu, tout le monde sait. Hors caméra, les angles morts des caméras, on sait que c'est là-bas qu'il y a les violences, pour un oui ou pour un non. C'est les abus de pouvoir qu'on revoit après à l'université, où on va jusqu'à avoir mort d'étudiants. Oh, dans Mandarga, vous racontez l'histoire d'une femme qui a perdu son bébé en prison. Fabiola, je la salue aussi. On n'a plus de nouvelles, mais elle n'était pas du Sénégal. Je pense que c'est la pire violence quand même, d'arriver enceinte en prison et de ne pas avoir une grossesse. C'est une atteinte à la vie quand même. Je pense que c'est des pires violences, ouais, autour de la grossesse. Elle a été aussi victime de violences physiques. Le fait de ne pas l'amener à l'hôpital, c'est une violence. Ouais. Donc elle n'a pas été prise en soin correctement, ça c'est une violence. C'est clairement une violence. C'était une négligence. Oui. Alors, comment vos parents ont vécu votre arrestation? C'était un peu difficile, mais ils connaissaient mon engagement et je pense qu'ils avaient confiance en moi et je leur remercierai toute ma vie. Et je sais que parfois mon papa m'a raconté que quand on toquait à la porte, il pensait que c'était moi qui rentrais. Donc bon, ça touche quand même, mais comme les autres parents, bon, on comprend que la situation politique se débloquera sûrement avec les élections et on attend cette date-là en espérant que tout aille bien entre-temps. On essaye de prendre des nouvelles, de rassurer, voilà. Donc l'annonce du report de l'élection présidentielle était un coup dur pour vous? Oui, parce que les grandes sœurs étaient encore en prison et tous les autres prisonniers politiques. Puisque tout l'espoir était fondé sur l'issue de l'élection présidentielle. Exactement, c'est ce qui nous faisait tenir, c'était le cap sur cette élection. Donc là, vraiment, que le président Macky Sall annule les élections comme ça, à la veille de la campagne, c'était un coup très dur. On était à Paris à ce moment-là avec les autres Sénégalais, avec d'autres Sénégalais, et c'était, la démocratie est morte au Sénégal, c'était jour de deuil.
très compliqué. Mais bon, le peuple a eu sa résilience et il a continué à... Il ne s'est pas laissé abattre et il a continué à lutter et ça a porté ses fruits. Machallah. Oui, parce que vous étiez déjà rentré en France. Alors, est-ce que la France, justement, a joué un rôle dans votre libération? Avez-vous senti le soutien de votre pays? Non. Je n'ai pas senti le soutien de mon pays, mais je sais, de par mon avocat, mon pays qui était allié avec Macky Sall, qui le soutenait ouvertement vu qu'il a été nommé envoyé spécial de 4P. Oui, donc voilà. Mais là, c'est effectivement le changement de Premier ministre en France qui fait que la première ministre sortante, Elisabeth Borne, appelle la ministre de la Justice sénégalaise. C'est ça qui facilite... ça à l'époque. Exactement, c'est ça qui facilite ma libération. Alors que tout le temps, les dames du consulat me disaient oui, la France ne fera rien, alors qu'en fait, quand ils veulent, ils s'arrangent comme ils veulent. Bon, je pense que c'est... Donc le consulat ne voulait pas du tout vous soutenir? Si, le consulat, elles faisaient leur travail, bon, sans plus, je ne voyais pas trop l'intérêt, mais elles étaient gentilles, sauf quand elles se rendaient pas compte et elles nous donnaient un peu du désespoir. Elles disaient mais non, peut-être les élections vous allez perdre, il faut se préparer au pire. En fait non, on peut pas entendre ça. Quand notre espoir déjà tient à un fil, il faut pas le piétiner comme ça. Mais elles faisaient leur travail tout simplement. Ouais. Alors est-ce que cette affaire vous a-t-elle fait changer de regard sur la France? Oui, et peut-être plus mes parents, ouais. Oui. Bon, c'est pas tellement mon affaire en particulier, mais c'est le rapport avec le Sénégal. Et puis, par exemple, il y a eu un autre Français, mais noir, en prison au Togo. Et il est sorti il a passé des mois en prison en étant prisonnier politique. Donc, on se rend bien compte encore de la différenciation raciale qui est faite, en fait, constamment. Donc voilà, ces injustices-là qui perdurent. Et peut-être perdre de naïveté, quoi, voir la facilité avec laquelle ils font un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, selon ce qui les arrange médiatiquement, voilà, leur calcul politique. Oui, je pense que ça aussi, ça a joué dans ce changement de regard dont vous parlez, oui. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le Sénégal? Aujourd'hui, il y a une certaine fierté d'avoir traversé tout ça avec les autres. Et voilà, être fier de vivre ici dans un pays avec un peuple qui est capable de mener tout ça. Bon, vraiment, il y a cette fierté-là. Et après, je pense que voilà, tout ce qui a été gagné, le courage, la capacité d'organisation, personne ne peut lui retirer. Ce que le peuple a gagné en courage et en capacité d'organisation durant ces années-là, aucune trahison ne peut lui enlever. Élargi de prison, vous avez été expulsé le 18 janvier 2024. Comment s'est passée cette procédure, Colline? Je pensais retrouver la liberté, donc je pensais faire une petite promenade. Et en fait, il m'attendait devant la porte. Comment la nouvelle de votre libération vous a été déjà annoncée? La nouvelle est venue extrêmement vite. C'était une garde qui s'est... Non, c'était une surprise. Ouais, à ce moment-là, oui. Et une garde qui vient et qui me dit de faire mes affaires et qu'on s'en va dans 15 minutes. Donc, ça se passe comme ça. Et les filles ont crié, Nibi? Non, ouais, parce que... s'il y a les empreintes là qu'on met sur nos doigts, mais je ne l'avais pas encore à ce moment-là. Je pense que l'autorité pénitentiaire a voulu éviter qu'il y ait les célébrations. Bon, elles n'aiment pas trop. Donc elles ont fait ça un peu en catimini, ouais. C'est un peu une exfiltration. Et après, tout de suite embarqué pour l'aéroport. Sans papier, sans téléphone, sans carte d'identité. Et du coup, pas le temps de dire au revoir. J'en ai parlé avec mes grandes sœurs parce que... Malgré que j'avais le doute, voilà, pour qu'elles sachent tout, on essayait de se dire tout le temps. Mais pas de revoir à des femmes qui, voilà, malgré qu'on s'est connues en prison, j'ai eu un respect pour elles parce que j'ai vu des femmes humaines qui essayaient de vivre au mieux ce défi ce défi vital qui est la prison, avec un certain respect pour les autres. C'est des femmes que j'estime. Et d'ailleurs, la complicité entre prisonniers est beaucoup plus intuitive qu'avec les gardes. Même avec des prisonniers à la cave, des prisonniers que je croisais, inconnus. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais tout de suite, il y avait une complicité qui était établie parce qu'on était dans le même cas de figure. On était opprimés par ce système
carcérale qui voilà, voyait juste maintenant des numéros prisonniers. Voilà. Et pourquoi revenir après avoir été expulsé? Pourquoi revenir? Parce que le gouvernement a changé, que maintenant il y a des combats qui restent à mener. Mais voilà, avec cette nouvelle situation, pour moi, il y avait beaucoup d'espoir à ce moment-là de décider de revenir. Beaucoup d'espoir pour le futur du Sénégal et le futur de l'Afrique en général. Je pense qu'on est optimiste par choix, mais oui. C'est-à-dire que malgré tout ça, vous tenez encore au Sénégal? Non, bien sûr. En fait, quand on s'engage en politique, on prend parti, mais quand le gouvernement change, les anciens ennemis ne sont plus là. Donc, c'est plus eux qui sont au pouvoir. Donc, je suis même plus en sécurité actuellement au Sénégal qu'en France. En France, sous Macron, avec toute la... Monsieur le président Macron, avec toute la persécution qu'il y a, par exemple, sur le mouvement pro-Palestine. C'est infernal d'être un militant pro-Palestine en France actuellement. Et vous en êtes une? Oui, oui. Il n'y a pas le choix, je trouve. C'est un peu l'avenir. C'est un peu l'avenir du monde qui se joue là-bas, parce que le rapport de force qui en découle va influencer tout le reste. Israël, c'est un prolongement de l'impérialisme occidental. Donc, c'est le plus abouti, c'est le summum de ce que l'Occident peut faire en termes de destruction impérialiste et coloniale. Donc, il y a beaucoup en jeu là-bas, je pense. Et c'est dur à voir. On ne peut pas imaginer toute la violence qui est là-bas. C'est au-delà. Ce qu'ils ont fait, cette déshumanisation de l'autre non blanc, l'autre musulman, je pense que c'est extrêmement grave. Et que nous, oui, on doit se positionner, surtout les Français et les Européens, parce que nos pays envoient des militaires qui combattent à côté de l'armée sioniste. Dans l'armée sioniste, nos pays envoient des armes. À partir de là, on est obligé de prendre position, oui, je pense. Alors, avec le recul, Colline, concernant le Sénégal, referiez-vous les mêmes choix? Oui, parce que c'était ce qui était juste à ce moment-là, dans ma humble perception des choses. Oui, oui, sans hésiter. Aucun regret? Non, non, non. Avez-vous une fois rencontré Ousmane Sonko? Pas pour discuter, je pense qu'il a autre chose à faire. Mais on s'était croisés je l'avais aperçu dans les manifestations, dans le lancement du F24. Voilà, à plusieurs reprises comme ça. Mais il a beaucoup de travail, donc voilà. Et c'est justement lors du lancement du F24 que vous avez senti, comme vous le dites dans Mandarga, que vous étiez prête à porter le projet de ce monsieur. C'est bien ça? Oui, comme beaucoup d'autres, comme énormément d'autres militants. Il y a le fait de voir la personne, je ne sais pas si c'est quelque chose dans la sincérité du regard où on se dit d'accord. Je pense que je peux avoir confiance en cette personne pour qu'il incarne à ce moment-là les espoirs d'un peuple. Voilà, c'est quelque chose qui va bien au-delà. C'est dommage même que ce soit porté par un seul humain parce que finalement c'est trop lourd. Ouais. L'humain est faillible et voilà, mais voilà, à ce moment-là, oui, ça joue. Qu'est-ce qui s'était passé de spécial ce jour-là? Et donc c'était le lancement du F24, la plateforme du F24, Force vive de la Nation. Qui regroupait des partis de l'opposition, exactement, de la société civile. Surtout pour la libération des prisonniers de la société civile, entre autres. Oui, et contre le troisième mandat de Macky Sall. À l'époque, ça faisait un peu l'unanimité. C'était surtout le combat principal. Exactement. Et quand il est arrivé, il y a eu une agitation. Je pense avec toute la sécurité aussi qui l'accompagnait. Voilà, le moment était un peu surréaliste parce que peut-être on ne s'attendait pas à le voir débarquer comme dans un espace un peu de réunion. Voilà. Mais il a été très simple ce jour-là et beaucoup de journalistes disent qu'il reste simple et humain. Et voilà. Et ça aussi, ça joue après dans la perception qu'on a de cette personne qui à ce moment-là incarne tel projet pour le peuple. Alors, comment appréciez-vous, on va parler un peu d'actualité, comment appréciez-vous sa gouvernance aujourd'hui aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye? En fait, je dirais que nous, en tant que militants, on a des sujets qui nous semblent cruciaux, urgents ou importants, comme le franc CFA, là, malgré l'actualité. L'actualité, c'est l'université, tout ce qui s'est passé à l'université est extrêmement urgent et doit être
relayé à l'importance qu'il mérite. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Mais voilà, sinon on a nos luttes, disons, et on essaye de les faire avancer un peu, qui que ce soit qui gouverne en fait le rôle des mouvements sociaux. Moi, j'appartiens au FRAPP, je suis membre du FRAPP, et le FRAPP a ses lignes, disons, lignes d'action, campagne, et nous, on les fait avancer le plus possible pour voilà, essayer de partager avec la population certaines idées ou certaines réflexions, en recevoir aussi quand le FRAPP rencontre des collectifs de travailleurs, être conscient des problèmes du peuple, des désirs, des souhaits du peuple, des besoins du peuple. Donc, c'est un peu tout ça qui est en jeu. Et nous, voilà, on essaye d'avancer sur nos lignes panafricanistes, anti-impérialistes de souveraineté, qu'il pleuve ou qu'il neige. Comment évaluez-vous ces 2 ans de pouvoir du PASTEF? Le positif, il y a quand même les accords de pêche, le retrait des bases militaires, même si c'est des choses à surveiller. Voilà, pour moi, c'est les 2 gros points. On voit quelques changements dans les programmes, au niveau du Wolof, dans le contenu des cours. Voilà. Tout ça, c'est des avancées positives. La réforme du système éducatif? Oui, que je n'ai pas étudié en profondeur pour m'exprimer. Mais tout ce qui va dans le sens des promesses qui ont été faites ou bien des priorités qui sont pour nous en tant que militants, voilà, anti-impérialistes, panafricanistes, tout ce qui va dans ce sens est salué. Et après, le fait que Sonko, si le Premier ministre, tienne tête au FMI, parce que derrière le FMI, c'est la France, encore une fois. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est souvent la France qui est là à contrôler. Donc, qu'il soit capable de dire qu'on refuse une restructuration, c'est extrêmement important, de la dette, c'est extrêmement important c'est à saluer, je trouve. Est-ce que vous pensez que les promesses de rupture qui avaient été faites sont aujourd'hui tenues, parce que vous êtes battu en partie ou en cours pour la rupture? Est-ce que les promesses sont tenues à votre avis? On attend plus, mais c'est pas à moi de juger. Ça restera toujours au peuple sénégalais. Moi, je n'ai même pas la nationalité sénégalaise. Bien que la CAN ait été gagnée par le Sénégal, c'est ce que j'avais parié. Vous la voulez, cette nationalité? Non, je ne me sens pas sénégalaise quand même. Je suis bien accueillie et extrêmement heureuse de vivre, de travailler, de militer au Sénégal. Mais voilà. Donc je pense que c'est au peuple d'en juger. Vous ne pensez pas en chercher, non? Non. On verra. Alors, Colline, que pensez-vous de ce que d'aucuns appellent dualité ou crise entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye? Partagez-vous ce diagnostic de dualité, de crise, conflit, ou vous avez une autre perception de la situation? J'ai du mal à m'intéresser à ces sujets-là, sachant qu'on n'aura jamais toutes les informations. Pour moi, c'est plutôt les gestes qui sont posés, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas. Ça, voilà. C'est là où on les attend, c'est dans les faits, dans les résultats, dans l'ambition, dans le courage de certaines mesures politiques. Ouais. C'est surtout là où on les attend. Qu'est-ce qui ne marche pas encore selon vous? Le franc CFA, la dette, il faut faire très attention à comment on la gère. Nous, au FRAPP, on propose un audit citoyen de la dette pour essayer de délimiter quelle partie est illégale ou bien odieuse et ne pas la rembourser. C'est ce qui a été fait en Équateur, sous Corée. Voilà, ça permettrait de redonner un peu d'air, parce que sinon, comment mener des politiques publiques s'il n'y a pas derrière l'argent disponible suffisant? Ce n'est pas possible. Là où on les attend, et en fait, c'est que nous, qui militons un peu dans le milieu panafricaniste, on a souvent en tête Sankara. Sankara, il allait travailler en vélo. Bon, il y a plein d'images sur lui qui sont véhiculées comme ça, qui contrastent beaucoup avec l'hyper-sécurisation quand même qu'on voit parfois autour de nos hommes d'État et peut-être femmes d'État, qui, je pense, sont un peu en contradiction avec l'état de précarité, de Gorgorlou dont le peuple est en train de vivre, quoi. Donc, un peu ça aussi, on attend. Comment définissez-vous la note de dette odieuse? Comment on la définit? Oui. La dette odieuse, oui. C'est quand une dette est contractée contre les intérêts du peuple. Donc là, par exemple, vu toute la répression qu'il y a eu, les achats d'armes, de lacrymogènes, c'est cher, les lacrymogènes.
lacrymogènes. Donc là, contracter une dette pour réprimer son peuple, ça va clairement contre les intérêts du peuple. Donc, cette partie-là de la dette peut être considérée comme dette odieuse. Et après, tout projet, infrastructure qui soit jugé superflu ou qui en réalité soit pour donner des marchés aux entreprises européennes, souvent françaises, est-ce qu'elles servent vraiment la population? Ça, encore une fois, c'est à la population d'en juger, mais c'est un processus très complexe et c'est pourquoi on a besoin d'un audit citoyen de la dette. C'est un long processus où là, on examine point par point ces aspects-là pour essayer d'aboutir à une conclusion de qu'est-ce qu'on fait avec cette dette. C'est une forme de restructuration, mais qui n'a rien à voir avec la restructuration du FMI, qui sont toujours des politiques néolibérales qui, en fait, étouffent les peuples et mènent à une précarité monstrueuse. Et vous pensez que la dette du Sénégal fait partie des dettes illégitimes? Oui, qu'une bonne partie est légitime. Sur quels critères fondez-vous justement le caractère illégitime de cette dette? Parce que le système dette en lui-même est un peu... peut être revendiqué parce que... je veux dire, peut être contesté parce que c'est la voie par laquelle le néocolonialisme s'est installé quand même en grande partie. Voilà, il y a eu l'histoire de Haïti. Après s'être libéré et avoir gagné l'armée de Napoléon, on lui a demandé de payer des dettes pour les bienfaits de la colonisation. Ça, c'est incroyable, c'est totalement illégal. Mais du coup, le système dette s'est un peu imposé pour maintenir les peuples sous pression, sous menace. Voilà. Est-ce que, avec cette histoire des prêts du FMI et tout ça. Et elle est illégale aussi simplement quand elle a été contractée pas par les voies habituelles nécessaires. Mais Ndongo Samba Sylla en parle extrêmement bien. Abdoulaye Seck, qui est aussi un camarade. D'ailleurs de Mandarga, oui. Avec Juan Branco. Oui, il a écrit une très belle préface. Si vous n'avez pas le temps de lire le livre, il faut juste lire les préfaces. Elles sont très belles. Oui, donc ils expliquent vraiment en profondeur tout ce sujet de la dette et j'espère qu'on en parlera le plus en plus parce que c'est essentiel en fait ça va déterminer beaucoup de choses, ça va déterminer extrêmement beaucoup de choses, sinon dans ces mots, pour reprendre ces mots, on va sacrifier une génération, on ne pourra pas faire de politique publique parce que tout notre budget va passer à rembourser la dette, c'est quand même pas concevable. Le Niger a fait une très bonne avancée, c'était il y a quelques jours, je pense que c'est une semaine même pas. Le Niger, malgré les attaques, encore une fois, la France est soupçonnée, il faut faire attention. Quelle est l'attitude de la France dans ces pays-là qui se réclament maintenant de prendre les choses en main, ils réclament leur souveraineté. Ils sont en train de condamner la France. Et l'Allemagne, il y a eu 3 pays, il me semble, condamnés en réclamant des réparations et en disant clairement que partie de la dette est odieuse et qu'ils ne vont pas la payer. C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé au Niger. Il faut suivre de près, très près. Ça peut être un précédent intéressant pour beaucoup de pays africains. Les réparations, la dette odieuse, c'est des sujets qui nous tiennent très à cœur en tant que militants aussi. Mandarga évoque aussi justement la domination de l'Occident sur l'Afrique et un devoir de réparation, comme vous aimez le dire. Si le choix vous était donné de réparer une seule chose, ce serait quoi, Colline? Peut-être annulation des dettes. Oui, annulation des dettes envers les pays européens, via le FMI. Ça, je pense que ça donnerait un soupir, une marge pour mener des politiques réellement importantes pour les peuples. Oui, je pense que ça peut être un souhait. Les objets africains d'art aussi, malgré que certains disent qu'ils n'ont plus leur valeur ou que ce n'étaient pas des objets très importants ou que d'autres ont été refaits, je pense que leur place est ici. Mais tous les objets, ça a été des vols. Ils vont dire qu'on ne peut pas prouver qu'ils ont été volés, mais dans un contexte colonial, avec ce déséquilibre de force, cette violence, je trouve que ce n'est pas honnête de la part des Européens et qu'il faut qu'il y ait des politiques sérieuses pour ramener tous ces objets là où ils doivent être. Le sabre de El Hadj Omar Tall, il me semble qu'il est au musée, mais il me semble qu'il va repartir en France parce que c'était seulement un prêt. C'est des choses qui sont un peu indignantes. Ça fait partie des réparations, je pense. Alors, dans le combat pour votre libération, Juan Branco s'est engagé, il a joué un rôle déterminant et vous avez même été surprise par ses actes, les actes qu'il a eu à poser. Oui, parce qu'on savait qu'il était très sollicité et c'est mon petit frère qui a eu le réflexe d'essayer de communiquer avec lui. Et il a tout de suite pris le dossier un peu à sa charge aussi pour communiquer, surtout en France. C'est lui qui a fait connaître un peu l'histoire en France. Et ça le serve. À ce moment-là,
disons que c'était une pièce de plus dans le Pulse pour essayer d'expliquer que ce qui se passait là-bas avait un lien avec la France, était important pour nous. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des très bons retours là. J'ai pu présenter un peu le livre en France. Et il y a une curiosité, une demande de mais comment apprendre de ce que vous avez fait? Comment apprendre de ce processus? Le livre a été bien accueilli par les militants de Branco que j'ai pu rencontrer et par d'autres amis et camarades qui ont juste le cœur ouvert à apprendre d'autres cultures, à apprendre d'autres luttes. C'est quelque chose de fondamental qu'on doit systématiser, je pense, être solidaires les uns des autres dans ces grands combats qui nous attendent parce que la situation du monde est un peu... Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de votre premier séjour au Sénégal, dont vous parlez dans Mandarga? La dictature du partage, l'entraide qu'il y a tout le temps, cette solidarité intuitive, le fait de voir l'autre comme un potentiel allié ou une potentielle aide et non pas comme un potentiel ennemi. La foi en le lendemain, et c'est ça que j'essaye aussi d'en parler parce que je pense que c'est des qualités énormes qui sont banalisées parce qu'on les voit tous les jours. Oui. Donc vous n'en avez peut-être pas confiance. Qu'on ne voit pas en France oui. Et que vous-même parfois ne voyez pas alors que c'est une richesse, c'est ça la richesse. C'est ça en tout cas, c'est comme une le richesse. Geste de ce monsieur que vous avez payé le ticket du bus alors que vous cherchez la monnaie dans votre sac. J'adore les tatas et les cars rapides parce que là-bas, je vois vraiment de tellement belles choses. En fait, ça reflète, c'est comme un symbole de la société sénégalaise, de sa capacité de prendre soin. Quand il y a un enfant qui arrive, c'est l'enfant de tout le monde, il va s'asseoir sur les genoux de l'un ou l'autre. S'il y a trop de bagages, on va le décharger aussi. Les grandes personnes vont s'asseoir automatiquement avant les plus jeunes se mettent debout, c'est de la place. Oui, voilà, ce respect-là qu'il y a. Et la communication entre nous, même pour payer, il faut donner le ticket qui va le donner à l'autre, ainsi de suite. Alors que nous, tout est robotisé. C'est un peu, ça ressemble au BRT, là. Hein. Quand on prend le BRT, déjà, c'est la voix de robot. Elle dit des choses parfois qui n'ont aucun sens. Et ça nous rend peut-être un peu fous. Cette partie de la modernité qui vraiment, peut-être, n'est pas nécessaire. Peut-être que c'est bon de garder le contact humain, d'avoir besoin de l'autre. En fait, c'est beau de se relationner avec l'autre à travers du besoin. Je te donne, mais tu me donneras... La complémentarité. Oui. Ubuntu, c'est ça le Ubuntu peut-être. Si on essaye de comprendre un peu, je suis parce que nous sommes, le nité en Wolof. C'est magnifique. C'est des notions, des concepts qui sont à récupérer, à promouvoir, à mettre en avant dans tout ce qu'on aura à faire en tant que peuple, en tant simplement que peuple humain, oui, je pense. Quel est le meilleur moment de Colline? Le meilleur au Sénégal? Moment? Non, il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a quand même qui sont assez particuliers, peut-être. Hein? Ce qui vous a le plus marqué positivement? J'étais pas au Sénégal, mais quand Sonko a été libéré de prison, l'effervescence qu'il y avait ce jour-là, c'était un peu, les miracles sont possibles. Le jour où je suis sortie de prison, je n'oublierai jamais quand même, je pense. Et les rencontres. Et c'est pour ça que chaque chapitre du livre porte le nom d'une personne. Parce que, en fait, ça a été des rencontres qui ont tout fait. En fait, elles font qui je suis. C'est un peu une mosaïque de rencontres et de chances. En fait, chaque fois, c'est une chance. Ça m'amène quelque chose qui me fait avancer où moi, seule, je n'aurais pas pu aller. C'est ça un peu la sensation que j'ai, ouais. Et le pire moment? Le pire moment... les morts, chaque mort, jusqu'à celle d'Abdoulaye. Chaque mort d'enfant, c'est une douleur, les tortures. Et puis, Abdoulaye Touré, il y a plein de Pape Abdoulaye Touré. C'est ça qui brise le cœur. Et le jour de l'arrestation de Sonko avec la dissolution du PASTEF, c'était lourd aussi. Là, moi, je me suis dit, là, peut-être que c'est foutu. Hein. Mais le peuple sénégalais a une foi qui est inébranlable. Vraiment, machallah. Donc, ça allait, mais c'était dur. Et vous faites partie de ceux qui réclament justice pour les martyrs? Oui. Et on ne veut pas d'autres martyrs. yaa ngi Sénégal ba léegi? maa ngi Sénégal ba léegi. ñu béggoo fi ngay liggéey? Fii laay liggéey. Sénégal neex na? Sénégal tane na mais neexagul. Neexagul. Lan moo fi naqadi? On ne veut plus voir franchement ay dragon
man Fass laa dëkk donc c'est juste à côté de l'UCAD donc romb UCAD gis ay dragon non vraiment on ne veut plus voir ça. Dara changé wul. Non, pas à ce point-là. On sait que les choses ont changé. Mais ça, on ne veut plus le voir, on ne va pas le tolérer. Am nga yaakaar am naa yaakaar Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye. am naa yaakaar ci askanu Sénégal. Mandarga, une marque de dignité. Ouais, maintenant, on sait de quoi le peuple est capable. Et on l'a vu à la CAN. Un jeu qui n'est pas juste, on refuse de le jouer. Bon. Wolof la ñuy wax wolof. Gis nañu ko ci CAN, finalu CAN bi. Voilà. Si le jeu n'est pas juste, Sénégal day bañ jouer. Donc, Sénégal, askanu Sénégal am na yaakaar, am na foi. Une foi sincère qui peut relever beaucoup de défis. Sénégal am na capacité d'organisation, Sénégal am na fit, am na ngor, loolu laay gis. Ku la jàngal olof? Yow. Non man jàngaluma la man yaa ma gën a dégg olof. Amiin. Loolu laa bëgg mais damay jàng damay déglu damay góorgóorlu damay déglu tamit ay rappeurs voilà. La musique aussi, tout ça aide et damay lire tout tamit. Oui, c'était une histoire de terminer comme on avait démarré avec du bon wolof de Coline Faye, Made in France ou Made in Fass. Merci Coline, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de FAF. Jërëjëf Fatou, merci beaucoup, merci à Khalil aussi et à bientôt Inch'Allah. Merci. Coline Faye était notre invitée, la jeune Française qui a été arrêtée en 2023 et expulsée vers la France, qui a fait 2 mois à la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6 pour de très graves accusations. Elle a été libérée et puis expulsée, donc, comme nous l'avons dit. Et il faut justement lire Mandarga pour tout savoir sur le parcours de Coline et son séjour carcéral à la MAF de Liberté 6. Merci à Khalil pour la régie. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de FAF face à Fatou. À très bientôt pour un autre numéro. Merci encore de votre fidélité à Sans Frontières TV. Face à Fatou, sans détour, sans hésiter. Face à Fatou. Face à Fatou. Face à Fatou. Face à Fatou. Face à la vérité. Face à Fatou, sans détour,